Michel Collomb, comment vous le réglez, vous, ce dilemme? Mais écoutez, quand je viens d'entendre monsieur affirmer avec certitude qu'on avait toutes les preuves pour les armes chimiques parce que les services secrets des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France nous le disaient, les mêmes qui disaient la même chose sur l'Irak, et on sait que c'était un mensonge. Je pense que, bon, moi qui suis les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent
avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Frédéric Ancel. Je pense qu'il y a des guerres justes. Je pense que toutes les guerres ne sont pas faites pour le fric. Je pense, non, je ne pense pas, je sais qu'il n'y a pas, contrairement à ce que vous dites, de pétrole en Syrie. La Syrie exportait 300 000 barils le jour, enfin c'est ridicule. J'ai parlé et du il n'y a pas de gaz gaz dans la naturel. région. Et il n'y a pas de gaz naturel en Syrie. Et le gazoduc. Donc ça, c'est pas sérieux. J'ai pas parlé du pétrole syrien. Par ailleurs, les grandes manifestations qui, effectivement, les premiers mois au moins, ont été totalement pacifiques en Syrie, procédaient du printemps arabe. Enfin, on était dans quelque chose qui n'était pas, à l'époque en tout cas, une véritable guerre civile. Et il n'y avait quasiment pas, sinon pas du tout, de forces réellement djihadistes. Comment ça se fait alors que la majorité des victimes étaient des policiers et des soldats? Bien sûr, Dominique de Villepin a raison. Bien sûr, la voie diplomatique. Mais la voie diplomatique avec qui? Avec Bachar el-Assad, dont la vocation exclusive est le strict et froid rapport de force sur le terrain. Un rapport de force, d'ailleurs, qui est en sa faveur et pour cause, puisque depuis un peu plus de 2 ans, il est armé de manière absolument constante par la Russie. Je crois que c'est quand même difficile. La diplomatie, oui, mais dans ce cas-là, avec son grand allié et protecteur, Vladimir Poutine. Si il n'y a pas de la part de Poutine et éventuellement des Chinois une volonté de négocier à minima, et si effectivement des crimes contre l'humanité sont commis par ce régime, alors je pense qu'effectivement, il faudra d'une manière ou d'une autre, pour une question de crédibilité, mais également pour une question de dissuasion, intervenir. L'argument qui me touche beaucoup, c'est des anti-interventionnistes, c'est le suivant. Il y a déjà 100, 110, 120 000 morts. Le gaz, c'est épouvantable. Ça n'en a ajouté que 1000 ou 1500 de plus. Pardon, je mets ça entre guillemets. Bon, c'est effectivement quasi anecdotique du point de vue du chiffre global. Frappant de manière anecdotique. Simplement, la dissuasion et la crédibilité en géopolitique, c'est très fondamental, pas seulement parce qu'on l'a promis, mais parce qu'en face aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important avec ce régime qui d'ailleurs est exactement le même qui a prévalu pendant 30 ans sous Hafez el-Assad, donc le père de l'actuel Bachar. Un dernier point, si vous le permettez. Il y a, me semble-t-il, dans cette affaire, un brouillage des clivages extraordinaire. On a là un ministre des Affaires étrangères et non le moindre, qui est anti-interventionniste. J'ai pu constater, et avec moi tous les Français, que deux autres anciens ministres des Affaires étrangères, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas très favorables aux néoconservateurs américains, messieurs Védrine et Juppé, ils sont favorables. Pourquoi ? Pour une question, encore une fois, de crédibilité. Et je suis de ceux qui considèrent que la puissance doit être assumée. La puissance n'a rien de honteux, qu'elle soit occidentale ou pas occidentale, je m'en fiche. La puissance au service, alors, du droit, soit du droit avec un D majuscule lorsque c'est possible au Conseil de sécurité, soit au service du moindre mal, je ne vais pas très loin, du moindre mal, et notamment pas en faveur de ceux qui propagent du gaz de combat dans la population, doit être utilisé. De temps en temps, il faut pouvoir utiliser la force. Il y a des guerres justes. J'invente rien, Saint-Augustin l'a dit bien avant moi. Et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez. Le paradigme fondamental de la Seconde Guerre mondiale, avec la force absolue utilisée par Roosevelt et Churchill. Et je sais que c'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui, mais tout est différent. Chaque cas est très différent. Ce paradigme-là, on doit toujours l'avoir en tête. Le résultat, ça a été l'émergence de deux grandes démocraties qui sont aujourd'hui parmi les plus grandes démocraties et des États très pacifiques, sinon pacifistes, au monde, à savoir l'Allemagne et le Japon. Donc ça peut se faire, et pour autre chose que le fric de temps en temps, en tout cas. Juste un point, parce que ça c'est un élément très important que vient de souligner Frédéric Ancel. S'appuyer sur le paradigme de la puissance et dire à un moment donné la puissance doit s'exercer pour faire valoir les valeurs et la légitimité. Prolongeons un tout petit peu votre raisonnement. La puissance est en train de changer de main. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la première puissance mondiale ne sera plus les États-Unis. Les grandes valeurs auxquelles nous adhérons bien sûr. Est-ce que vous ferez le même raisonnement quand dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres pays, prenons l'exemple de la Chine, utiliseront le même argument que celui qu'utilisent les États-Unis,
Rendez-vous compte, nous sommes en train aujourd'hui de voir notre monde basculer. Nous sommes à la fin d'un monde. Et vous voudriez vous appuyer sur des arguments de puissance à un moment où la puissance change de main. Le monde ne peut être fondé que sur des principes de sécurité collective. Et c'est pour ça que même si les Nations Unies ne fonctionnent pas bien, il ne faut pas séparer la légitimité de la légalité. Parce que nous nous verrons imposer, dans un certain nombre de décennies, par la force, appuyer sur une nouvelle puissance, appuyer sur une autre vision de la légitimité, exactement ce que nous prétendons aujourd'hui imposer à d'autres. Donc nous ne sommes plus dans un monde où on peut imposer sa vision, imposer sa puissance. Il faut négocier, même si c'est dans des conditions difficiles, négocier des compromis. Et c'est là toute l'histoire de la Syrie. Il faut inventer aujourd'hui de nouveaux mécanismes de négociation qui sont certes insatisfaisants, et j'adhère à ce qu'avait vient de dire tout à l'heure Elisabeth Guigou. Nous sommes à la recherche de la moins mauvaise solution possible. Mais l'argument de la force et de la puissance, aujourd'hui, dans les mains entre guillemets, de peuples amis, ne préjuge pas du monde que nous allons bâtir. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette solution. Alors concernant la négociation, moi je suis tout à fait d'accord sur cette position avec le protecteur, avec celui qui au Conseil de sécurité peut décider réellement de l'usage ou du non-usage de gaz toxiques par son protégé Bachar el-Assad. Mais pour ça, il faut bien montrer une détermination extrêmement forte. Hein. La détermination qui n'a pas été montrée. Alors, je ne suis pas sûr que quand Barack Obama arrive une demi-heure en retard à un dîner où on parle de la Syrie, il donne l'image au monde d'un homme qui veut négocier. Vous faites allusion à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, oui. Je crois que la diplomatie mondiale, et je ne fais pas un reproche à la diplomatie française, elle est molle. Moi, j'ai vécu cette expérience douloureuse de conduire une diplomatie. C'est quelque chose qui doit devenir obsessionnel, c'est une énergie de tous les instants, il faut être capable de faire bouger les lignes, et aujourd'hui, cette diplomatie, elle est fataliste, elle est suiviste. Une fois de plus, je ne parle pas de la France. La diplomatie mondiale est molle, alors même qu'il faudrait aller chercher la négociation auprès de Vladimir Poutine pour montrer qu'il y a un chemin possible. Et nous allons parler tout à l'heure de politique. Aujourd'hui, il y a des solutions possibles pour la Syrie. Simplement, on a tellement le sentiment que la militarisation des esprits fait que, mais dans le fond, c'est tellement plus facile de faire la guerre. Moi, je suis contre la guerre parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Aujourd'hui, la solution politique est la seule valable et le raccourci militaire, je le trouve enfantin. C'est tellement facile, à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, d'utiliser la force. Guerre de l'opium en 1840, les Chinois, un bateau qui coule, paf, les Anglais frappent. Guerre des Boers, 1900, quelques soldats britanniques qui meurent, paf, on intervient militairement. 79, les Chinois au Cambodge contre le Vietnam. Vous savez, à chaque fois, c'est tellement facile d'utiliser la force militaire. Et puis surtout, c'est tellement tranquille. Alors quoi? Les armées vont frapper et on n'entendra plus parler de la Syrie. On n'aura plus ce cauchemar sur nos écrans, matin, midi et soir. Non. Regardons la vérité en face. Coltinons-nous avec la vérité. Le problème syrien, il faut l'assumer jusqu'au bout. Bien sûr, ce problème, il nous appartiendra en propre le jour où nous aurons frappé et que nous nous serons rendus compte que cela ne change rien. Non, assumons nos responsabilités morales, politiques, humanitaires. C'est ça la diplomatie. Mais encore faut-il que la diplomatie mondiale soit animée d'insomnie, c'est-à-dire de cette volonté de changer l'ordre des choses. Nous sommes beaucoup trop fatalistes et beaucoup trop passifs. Une fois de plus, c'est un reproche que... 3 remarques très brièvement. C'est pas possible d'appeler à des bombardements, et je ne sais pas si vous êtes allé en Irak après les bombardements, ou en Yougoslavie, ou en Libye après les bombardements. Moi, oui, j'ai vu les conséquences. C'est quand même pas possible d'appeler à bombarder des gens en niant et en déformant les faits comme vous le faites là maintenant. Vous dites qu'il y a 110 000 victimes, comme l'a dit M. Ancel. C'est dramatique. Combien sont des loyalistes, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui soutiennent Bachar? À peu près la moitié. Qui a tiré les premiers dans les manifestations? Les opposants. Ça se trouve dans les rapports aussi de l'OTAN. Et vous avez invité 2 opinions qui existent dans la communauté syrienne, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Et que dans la conférence de Doha des opposants à Bachar el-Assad, il y a un an, ils ont dit « Le problème, c'est que 55% des gens soutiennent Bachar el-Assad. » Et l'OTAN, il y a 4 mois, a dit « C'est monté à 70%. » 70% de gens qui soutiennent, soit par conviction, soit parce qu'ils trouvent que c'est pire ce qui va arriver.
Donc, on n'a pas le droit de faire le bonheur des Syriens contre leur volonté. C'est à eux à décider. Et vous me dites, vive la puissance. Je m'excuse. C'est l'argument des puissances coloniales depuis toujours. Après la guerre 40-45, on est arrivé à un principe de droit international. Les plus forts n'ont pas le droit d'intervenir dans les pays plus faibles pour faire ce qu'ils veulent. Et troisièmement, et très rapidement, vous me dites, oui, mais ça permettrait d'amener la démocratie en Syrie. Ça, je m'excuse, c'est une farce. Vous êtes en train de construire une démocratie en Syrie avec l'aide d'Israël qui massacre les Palestiniens et qui nie toute démocratie pour les Palestiniens, avec l'Arabie saoudite qui est un des régimes les plus féodaux et les plus répressifs de la planète, avec le Qatar dans lequel, si on écrit un poème pour la démocratie, on a prison à perpétuité. C'est de la comédie, l'idée que les États-Unis, Israël et leurs alliés voudraient, soi-disant, amener la démocratie là-bas. Vous avez fait semblant que c'était le problème du pétrole en Syrie. Ne faites pas la bête. Vous savez quand même très bien que la question, c'est le gaz en dessous de la Méditerranée, le gazoduc qui passe, qui est le projet du Qatar pour approvisionner l'Europe, et la Syrie est dans le chemin. Ça se trouve aussi dans les documents des think tanks que vous avez aux États-Unis. Très vite, Manzer Makos. Tout ça hors crime contre l'humanité, c'est parfait. Ça, il n'y a aucun problème. Discuter avec Bachar el-Assad, il n'y a aucun problème, à condition, bien évidemment, qu'il souhaite, à tout le moins, partager le pouvoir. Évidemment, il ne le fera pas. Et je vais vous dire, je vais peut-être vous décevoir. Je ne suis absolument pas en faveur d'une intervention qui modifierait les rapports de force. Pour le coup, je pense que ce n'est pas à nous autres, occidentaux, ni à personne, de décider pour le peuple syrien ce dont il doit disposer comme régime politique. En revanche, je pense que l'usage de gaz toxiques contre de la population civile, qui est interdit par les Nations Unies à plusieurs titres et par plusieurs instances onusiennes d'ailleurs, doit d'une manière ou d'une autre, effectivement, pas être puni, c'est un terme que j'ai détesté et que je trouve en réalité contre-productif, mais doit pouvoir marquer une tentative de dissuasion. Et par ailleurs, je considère que, en dépit de ce qui a été dit de manière fantasmatique, il n'y a en Syrie rien d'intéressant sur le plan économique et sur le plan énergétique. Et avoir la très grande vélocité de Barack Obama dans sa volonté d'intervenir, si vous voulez, je crois que là, on n'est pas chez un Bush menteur et proactif avec les compagnies pétrolières sur la Syrie. Enfin, tout ça n'a absolument pas de sens. Donc je pense réellement qu'il doit pouvoir y avoir, outre ou au-delà de la négociation politique, mais encore une fois, je pense avec les protecteurs d'Assad, au moins une démonstration de force. Et je vais peut-être, cette fois-ci, vraiment vous décevoir, je ne suis pas pour une guerre, je suis pour une intervention symbolique. Et quand je dis symbolique, par exemple, frapper un palais présidentiel. Par exemple, frapper une usine ou un laboratoire de recherche chimique, bactériologique et que sais-je encore. Ça ne servira pas à grand-chose, ça sera un moindre mal par rapport au fait de ne rien faire. Quant aux puissances émergentes, je ne suis d'ailleurs pas certain, Monsieur le Ministre, qu'elles soient aussi émergentes que ça au regard de l'effondrement de leur croissance économique ces dernières années. Mais admettons, de toute façon, la Russie et la Chine, jusqu'à présent, nous ont démontré un souverainisme absolu parce qu'elles ne souhaitent absolument pas qu'on mette, encore une fois, pas seulement les Occidentaux, le nez dans leurs propres affaires internes. Je pense évidemment au Caucase, je pense aux Ouïghours et je pense au Tibet. Par conséquent, ils ne changeront pas de posture. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut toujours, aux côtés des efforts diplomatiques, conserver en quelque sorte ce qu'on appelle, vous savez, la carotte et le bâton. Conserver au moins une menace de la puissance au service du droit, ou en tout cas, encore une fois, je le précise, d'un moindre mal. Or, un crime contre l'humanité, c'est le mal absolu. D'abord, nous avons expertisé dans le passé ce que donne la loi de la puissance. Les États-Unis, grande puissance démocratique, ont montré qu'ils pouvaient mentir au monde et préconiser une intervention, soi-disant pour respecter le droit, en fait pour le bafouer. Je crois que nous sommes au point assez désespéré quand on regarde la Syrie, d'un corps plus que malade, en situation quasiment terminale, où il faut que la diplomatie revienne à son essence, c'est-à-dire la réalité politique. Il faut renverser la table. Et renverser la table, ça veut dire regarder avec des yeux neufs la Syrie. Regarder les yeux neufs, c'est-à-dire s'imprégner de l'histoire. Sous mandat français, dans les années 30 et 40, la Syrie était une fédération formée de 4 États. Aujourd'hui, est-ce que le peuple syrien peut encore vivre ensemble? Certainement pas pour les prochaines années. Et il faut donc avoir le courage aujourd'hui de dire que nous devons peut-être en passer en Syrie par une période de partition visant à séparer des communautés qui ne peuvent pas vivre ensemble, compte tenu de l'exaspération de la situation. N'oublions pas que depuis le IXe siècle, ce sont les Alaouites
qui ont été exterminés en grande partie par les sunnites. N'oublions pas qu'au-delà des 13% d'Alaouites, il y a 10% de Syriens, donc des minorités importantes. Ces minorités, il faut les protéger. Il y a les Kurdes qui ont déjà une autonomie, ils forment une région à eux seuls. Il y a la région, le réduit alaouite dans le nord-ouest, qui peut former une région. Et puis il y a le reste, où il faut des garanties de protection des minorités, avec sans doute une force d'interposition sur le terrain. Et là, la communauté internationale retrouvera une véritable vocation. Mais ayons le courage d'explorer cette solution, parce que, soyons un tout petit peu cyniques, les Russes y trouveraient les garanties du maintien de leur influence dans ce pays et dans cette région. Les Occidentaux, qui doutent beaucoup aujourd'hui de la capacité de la coalition syrienne à défendre des intérêts démocratiques, y verraient aussi un verrou visant à protéger la région de la menace djihadiste, et chaque minorité trouverait là aussi sa garantie. Donc c'est, Monsieur le ministre, au les moins à minorités titre étaient temporaire, respectées en Syrie. au moins à Et titre ce sont temporaire, les rebelles qui veulent, au moins à qui titre les temporaire, attaquent. nous aurions là une situation qui permettrait de respecter un équilibre et d'éviter la dissémination, parce que le grand risque syrien aujourd'hui, c'est la propagation de la violence. Et frapper, c'est un double risque. Premier risque, c'est le discrédit. C'est que ces frappes, effectivement, parce que limitées, parce que symboliques, ne servent à rien. Deuxième risque, c'est au contraire l'aggravation. L'aggravation parce qu'il y a une partie qui se réjouira d'une intervention militaire, symbolique et limitée. Ce sont les djihadistes. Parce qu'à partir de là, ils sont fondés à mener une offensive contre le régime et à affirmer leur légitimité. Rajouter de la violence à une région en crise, c'est toujours servir l'intérêt du plus méchant. Et le plus méchant, en l'occurrence, ce sont les djihadistes. Et surtout, c'est faire tache d'huile, c'est le risque de voir une spirale. Et alors, on retrouvera cette région avec ce clivage terrible qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, sunnites et chiites, avec l'Irak, l'Iran, avec également la Syrie et le Hezbollah. Nous aurons donc fait le jeu du pire dans cette région, alors même que la vocation de la paix a toujours été historiquement et diplomatiquement d'être le médiateur, d'être celui qui réconcilie les points de vue. Nous n'avons pas à peser pour un camp ou pour un autre. Nous avons vocation à inventer une solution, à nous placer au-dessus des intérêts des uns et des autres. Et je pense que, même si je ne fais pas le procès à François Hollande d'être aligné sur les États-Unis, il choisit en conviction, il fait un choix en conviction. Je pense que la vocation de la France était toujours dans un exercice de médiation et d'invention et d'imagination diplomatique. Donc ne choisissons pas un camp, avançons et même s'il faut le faire à tâtons, essayons de proposer des solutions nouvelles et innovantes.